Renaud a rempli des salles, fait chanter des générations entières et incarné une France rebelle, tendre et blessée. Sur scène, sa voix racontait l'enfance, la colère, l'injustice. Mais loin des projecteurs, une autre histoire se jouait. Deux enfants ont grandi dans l'ombre de ce nom immense. L'une a appris très tôt à transformer le silence en mots, l'autre a grandi à l'abri des regards, comme protégée d'un monde trop bruyant. Alors une question s'impose. Grandir comme enfant d'une légende, est-ce une chance ou une épreuve silencieuse? Qu'est-il réellement arrivé aux deux enfants de Renaud? Dans la France des années 70 et 80, Renaud n'est pas seulement un chanteur, il devient une voix qui parle des rues, des gamins, des ouvriers, des colères sourdes et des tendresses cachées. Ses chansons circulent de bouche en bouche, de cafés enfumés en postes de radio. Il ne chante pas pour plaire, il chante pour dire. Et le public reconnaît en lui quelque chose de rare, une sincérité presque dangereuse. À mesure que sa notoriété grandit, Renaud s'impose comme une figure centrale de la chanson française engagée. Les albums s'enchaînent, les tournées se remplissent. Les paroles, souvent rugueuses, touchent pourtant un public très large. Il devient l'ami imaginaire de toute une génération, celui qui dit tout haut ce que beaucoup n'osent pas formuler. Sur scène, il paraît libre, indomptable, presque invulnérable. Aux yeux du public, cette liberté semble aussi se refléter dans sa vie personnelle. Les interviews esquissent le portrait d'un artiste entier, passionné, entouré d'amis, vivant intensément. Lorsqu'il évoque la famille, le ton se fait plus doux. Renaud parle parfois de l'enfance, de la fragilité des plus jeunes, de la nécessité de les protéger d'un monde brutal. Ces thèmes traversent ses chansons. Ils contribuent à façonner l'image d'un homme sensible, profondément humain. Dans ce décor de succès et de reconnaissance, la naissance de ces enfants apparaît comme une continuité naturelle. Pour beaucoup, ils incarnent la preuve ultime que derrière l'artiste rebelle se cache un père aimant. La presse évoque brièvement la famille sans s'y attarder. L'intimité est respectée, et cette discrétion renforce encore l'idée d'un équilibre préservé entre la célébrité et la vie privée. À cette époque, rien ne laisse présager une fracture. Les concerts affichent complets, les albums se vendent par centaines de milliers. Renaud est invité sur les plateaux de télévision, célébré par ses pairs, cité comme une référence. Il semble avoir trouvé un point d'équilibre rare, être célèbre sans se renier, être engagé sans se perdre. Dans l'imaginaire collectif, cette réussite s'étend naturellement à sa sphère familiale. Les enfants grandissent donc dans un environnement particulier, un monde où le nom du père est connu de tous, où les chansons passent à la radio, où les affiches annoncent des tournées nationales, mais aussi un monde où l'on protège farouchement ce qui reste privé. Derrière les portes closes, la famille existe loin des projecteurs. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Pour le public, cette période est celle d'un âge d'or. Les chansons de Renaud accompagnent les moments heureux comme les colères sociales. Elles deviennent la bande-son de vies entières. On y entend souvent l'écho de l'enfance, de la transmission, de ce que les adultes laissent aux plus jeunes. Sans le savoir, beaucoup projettent alors sur ses propres enfants l'image idéalisée d'un héritage heureux. Mais la célébrité crée une illusion puissante. Elle donne l'impression que tout est maîtrisé, que le succès protège de tout. Elle transforme un homme en symbole, et un symbole, par définition, ne montre jamais ses failles. Ce que le public voit, c'est un artiste debout, solide, presque intemporel. Ce qu'il ne voit pas, c'est la pression constante, l'exposition permanente, le poids d'un regard collectif qui ne s'éteint jamais. Dans cette lumière intense, la famille devient un territoire fragile. Les enfants d'un artiste aussi célèbre ne choisissent pas cette place, ils la reçoivent. Ils grandissent avec un nom chargé de sens, d'attente, parfois d'idéalisation. Pour l'instant, pourtant, rien ne trouble cette image. L'histoire officielle reste celle d'un succès continu, d'un homme porté par l'amour du public et apparemment ancré dans une vie personnelle stable. C'est précisément ce contraste qui rend la suite plus troublante, car derrière cette façade lumineuse, quelque chose commence à se fissurer, lentement, presque imperceptiblement. Les signes sont encore invisibles pour le grand public, mais dans l'ombre de cette gloire éclatante, une autre réalité se prépare. Une réalité qui ne tardera pas à bouleverser non seulement la vie de Renaud, mais aussi celle de ses enfants. Le basculement ne se produit jamais d'un seul coup. Chez Renaud, il s'installe lentement, presque en silence. À la fin des années 2000, derrière le sourire fatigué des apparitions publiques, quelque chose se dérègle. Les tournées deviennent plus espacées, les interviews plus rares. L'homme qui semblait indestructible commence à montrer des signes d'épuisement profond. Les premières alertes sont discrètes. Une fatigue persistante, une voix moins sûre, des absences. Puis les rumeurs apparaissent.
Elle parle d'alcool, de solitude, de nuits trop longues. Rien d'exceptionnel pour un artiste, pensent certains. Mais cette fois, le malaise ne s'efface pas. Il s'aggrave. Et bientôt, la presse française commence à évoquer ouvertement la dépression de Renaud, confirmée par ses proches. Au même moment, sa vie familiale se fragilise. Le couple qu'il forme avec la mère de son fils se fissure. La séparation devient inévitable. Elle sera officialisée au début des années 2010. Pour Renaud, c'est un choc intime. Pour ses enfants, c'est une rupture fondatrice. Car une séparation n'a jamais le même visage selon l'âge auquel on la traverse. Sa fille est alors suffisamment grande pour comprendre. Elle voit le père vaciller. Elle perçoit l'alcool comme un refuge dangereux. Elle observe l'homme derrière l'icône, avec ses failles, ses silences, ses absences. Cette lucidité précoce laisse des traces. Elle oblige à grandir plus vite, à mettre des mots là où les adultes n'en trouvent plus. Son fils, lui, est encore très jeune. Il ne comprend pas les raisons, seulement les conséquences. Un père moins présent, une maison qui change, une atmosphère plus lourde. Pour un enfant de cet âge, les repères sont essentiels. Or, ceux-ci se déplacent sans cesse. La stabilité se fissure au moment même où elle devrait se construire. La descente de Renaud se poursuit. L'alcool prend une place envahissante. Les séjours à l'hôpital se multiplient. En 2010, puis en 2011, l'artiste disparaît presque totalement de la scène médiatique. Pour le public, c'est une inquiétude. Pour les enfants, c'est une absence bien plus concrète. Un père vivant, mais éloigné, aimant, mais prisonnier de ses démons. La presse parle alors d'un homme brisé. Certains titres évoquent une fin de carrière, d'autres un naufrage personnel. Renaud lui-même reconnaîtra plus tard avoir traversé une période où tout semblait perdu. La musique, le goût de vivre, la capacité d'être père. Ces mots, lorsqu'ils seront prononcés, résonneront comme un aveu tardif. C'est dans ce contexte que la relation avec ses enfants prend une dimension particulière. Pour sa fille, l'écriture devient peu à peu un refuge. Elle observe, elle retient, elle transforme. Les blessures ne sont pas exposées frontalement, mais elles s'insinuent dans les récits, les personnages, les silences. L'absence du père devient une matière littéraire, une façon de reprendre le contrôle sur une histoire subie. Pour son fils, la situation est différente. Il devient paradoxalement une raison de tenir. Renaud évoquera plus tard ce lien comme vital, comme une encre. Mais à ce moment précis, l'enfant subit encore les conséquences d'un adulte qui lutte pour survivre à lui-même. La fragilité du père est là, palpable, même si elle n'est jamais formulée. Les années passent, marquées par des tentatives de reconstruction. Renaud entre en cure, il tente d'arrêter de boire, il s'éloigne volontairement du tumulte médiatique. Cette mise à distance est nécessaire, mais elle renforce aussi l'isolement. Pour un artiste habitué à la foule, le silence est une épreuve supplémentaire, et pour ses enfants, c'est une période d'incertitude prolongée. Une question traverse alors toute cette période. Pourquoi la chute semble-t-elle si brutale pour un homme aussi aimé? Pourquoi la gloire n'a-t-elle pas suffi à le protéger? Et surtout, comment grandir lorsque la figure paternelle, censée incarner la stabilité, devient elle-même un territoire instable? Vers le milieu des années 2010, un lent redressement s'amorce. Renaud revient progressivement. Un album, quelques apparitions, une parole plus posée. Mais le mal a laissé des traces. Et ces traces ne concernent pas seulement l'artiste. Elles concernent aussi ses enfants, qui ont traversé cette tempête chacun à leur manière. Car un effondrement parental ne s'efface jamais complètement. Il se transforme. Il façonne les choix futurs, les peurs, les mécanismes de protection. Pour l'un, il deviendra une source de création. Pour l'autre, un besoin viscéral de normalité et de discrétion. Deux réponses à une même blessure. C'est à ce moment-là que l'histoire bascule véritablement. Non plus d'une histoire d'un chanteur célèbre en difficulté, mais de deux enfants confrontés à une réalité brutale. Aimer un père tout en apprenant à vivre avec ses absences. Comprendre qu'un nom célèbre n'immunise pas contre la souffrance et que la célébrité, parfois, amplifie les chutes au lieu de les amortir. À la fin, il ne reste ni scandale spectaculaire, ni révélation brutale. Il reste quelque chose de plus discret, mais plus durable. Une question qui traverse le temps. Que laisse réellement la célébrité derrière elle lorsque les projecteurs s'éteignent et que les chansons se taisent?
Les deux enfants de Renaud n'ont pas hérité de la gloire de la même manière. L'un a grandi avec le poids des silences et a choisi de les transformer en mots. L'autre a grandi protégé de ces silences, comme si l'oubli partiel était une forme de survie. Deux trajectoires différentes, mais issues d'un même point de départ. Un père aimé du public, mais longtemps en lutte avec lui-même. Pendant des années, la France a chanté avec Renaud. Elle a reconnu dans ses textes ses propres colères, ses tendresses, ses failles. Mais pendant que la nation s'appropriait ses chansons, ses enfants, eux, vivaient une autre histoire. Une histoire sans refrain, sans applaudissements. Une histoire faite d'attentes, d'absences, de tentatives de compréhension. Ils n'ont pas choisi ce rôle, ils l'ont reçu. Il serait facile de chercher un coupable, de désigner la célébrité comme responsable de tout. Mais la réalité est plus complexe. La notoriété n'a pas créé les fragilités, elle les a rendues visibles. Elle a amplifié chaque chute, chaque faiblesse, chaque manque. Elle a aussi retardé certaines prises de conscience, en offrant l'illusion que le succès pouvait tout compenser. Pourtant, avec le recul, une autre lecture s'impose. Ce que ces deux parcours racontent, ce n'est pas l'échec d'un père, ni la malédiction d'un nom célèbre. C'est la difficulté universelle d'être parent quand on est humain, et encore plus quand on est devenu un symbole. Être écouté par des millions de personnes n'apprend pas à être présent pour deux enfants. Cela peut même l'empêcher. La fille a choisi de regarder le passé en face. Elle a accepté de fouiller dans les zones grises, de nommer l'inconfort, de donner une forme à ce qui faisait mal. En le faisant, elle a transformé une histoire personnelle en expérience partagée. Elle a montré que la parole pouvait être une manière de reprendre possession de son destin. Le fils, lui, a suivi un chemin plus silencieux. Il n'a pas eu à porter publiquement le poids du nom. Il a grandi à l'abri, comme une tentative de réparation tardive. Sa vie reste largement hors champ, et ce choix en soi est déjà un message. Parfois, la plus grande victoire consiste simplement à vivre sans devoir se justifier. Et le père, dans tout cela, il n'est ni héros ni bourreau. Il est un homme qui a aimé, qui a échoué, qui a tenté de se relever. Avec le temps, il a reconnu ses failles. Il a compris que certaines absences laissent des traces indélébiles. Cette lucidité n'efface rien, mais elle donne un sens nouveau à ce qui reste. Alors, qu'est-il arrivé aux deux enfants de Renaud? Il leur est arrivé ce qui arrive souvent aux enfants de figures publiques. Ils ont dû apprendre très tôt que la gloire ne protège pas de la solitude, que l'amour du public ne remplace pas la présence d'un parent, et que porter un nom célèbre peut être à la fois une clé et une frontière. Peut-être est-ce là la véritable leçon de cette histoire. La célébrité promet l'immortalité artistique, mais elle ne garantit pas la paix intérieure, ni la transmission sereine. Ce que les enfants reçoivent au final, ce n'est pas un héritage de succès, mais une responsabilité invisible, celle de se construire malgré tout. Et parfois, la plus grande liberté consiste simplement à ne pas devenir l'ombre d'une légende, mais simplement soi-même.